Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. J'ai pêché pas mal de rivières d'herbiers les derniers temps et c'est vraiment des rivières qui sont pleines d'aventures pour moi. C'est une des pêches les plus passionnantes que je pratique, la pêche des rivières d'herbiers en nymphe à vue. Et j'aimerais partager ça avec vous en faisant un deuxième numéro d'arrêt sur image, vraiment spécifique sur comment pêcher en nymphe à vue dans les rivières d'herbiers. Donc je suis désolé, je finirai pas le numéro 1 d'arrêt sur image parce que vous savez que j'essaye de faire toujours quelque chose d'évolutif et de donner la meilleure substance et je me laisse complètement guider par la passion. Et là, j'ai vraiment une grande envie de vous parler de pêche en infra vue dans les rivières d'herbier parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est la fraîcheur, c'est les grosses truites, c'est les gros ombres, c'est des belles actions en infra vue. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et ça peut faire un bel épisode. Alors on y va. L'idée, ça va parler ici que de pêche en infra vue. Même si vous pêchez pas en infavue et que par exemple vous habitez, je sais pas, en Auvergne ou dans le Cantal et que en fait vous avez des rivières au fond sombre qui sont magnifiques et que vous pouvez pas pêcher en infavue, à la limite écoutez l'épisode parce que pêche en infophile et pêche en infavue sont très liés. Puisque pêche en infophile, c'est l'indicateur qui vous permet de voir la touche et pêche en infavue, c'est vos yeux qui vont vous permettre de voir le poisson prendre la nymphe. Et il y a aussi toute l'histoire du lestage des nymphes qui est capitale, qui s'apprend aussi bien en nymphe à vue qu'en nymphe au fil. Et pour moi, c'est la complémentarité des deux méthodes qui font le meilleur de la pêche à la mouche pour moi. Voilà. Clairement, pour moi, la plus belle des pêches, c'est la pêche en nymphe à vue. C'est pas la pêche en sèche. Je vous le dis, la sèche, c'est sublime. Mais la pêche en nymphe à vue, pour moi, c'est l'aboutissement ultime quand vous pouvez voir et choisir le poisson que vous allez séduire. Ça, c'est vraiment ce que je préfère, en complément de la pêche à l'indicateur dans les courants, effectivement. Donc, dans cet épisode, que de la pêche en nymphe à vue au grand fil. Donc, extrêmement simple. Je vous remets la ligne ici. C'est très simple. 8 mètres de nylon transparent classique en 16 centièmes, une pointe qui fait une longueur de canne, donc une 11 pieds pour moi, et basta, c'est fini. C'est ultra simple. Avec que moitié lancé arbalète et moitié des lancers balancés en infavue. C'est quoi un lancer balancé en infavue? C'est le même lancer qu'en infofil. Vous avez pas besoin de soie tellement vous avez peu de lignes de sortie, c'est-à-dire entre 3 et 6 mètres de nylon au max sorti de votre 11 pieds. Vous pouvez prospecter très loin. Il y a beaucoup de lancers arbalètes dans les lucarnes, sous les frondaisons, sur les rivières d'herbier. Mais voilà, alternance de ces deux lancers et c'est extrêmement simple. Je ne passe jamais plus d'une minute sur le bas de ligne. Par contre, je vais être capable de passer une heure sur un arrêt sur une image sur un spot pour comprendre le courant et sur le choix des nymphes. Vous avez commencé à comprendre maintenant que c'est capital d'analyser la rivière et de comprendre vos collections de nymphes au lieu de passer 100 heures à parler de bas de ligne sur internet ou avec les copains en buvant des bières. Donc, un autre point très important ici, la différence entre canne à pêche au toc et canne de pêche à la mouche pour pêcher en nymphe à vue. Si il est possible que certains pêchent la nymphe au toc qui est très répandue dans les courants sans pêcher à vue, c'est une possibilité avec une canne au toc. Mais je vais vous expliquer pourquoi, en termes de pêche à vue, même à l'arbalète, une canne au toc, ce ne sera pas adapté. Donc je vais essayer de ne pas être trop français, c'est-à-dire de ne pas faire des plaintes et des querelles entre toqueurs, moucheurs, je sais pas quoi, ça c'est vraiment des débats inutiles. Le but du jeu, c'est que chacun se fasse plaisir. Moi, j'ai 90% de mes clients qui pêchent avec mes nymphes à la mouche et chacun fait ce qu'il veut. J'ai aussi pas mal de clients qui pêchent au toc, mais quand même une moindre mesure. Mais moi, vous pouvez pêcher mes nymphes comme vous voulez. Tant que vous prenez plaisir et que vous relâchez les poissons, vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut bien que vous compreniez dans la différence entre une canne à pêche au toc et une canne à pêche en nymphe, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes utilisations, hein, par essence. Sinon, vous inquiétez pas, tous les compétiteurs utiliseraient des cannes de pêche au toc. Les meilleurs compétiteurs de pêche à la mouche. C'est des gens qui ne se gênent pas pour l'efficacité. Donc il y a une vraie explication pourquoi les compétiteurs n'utilisent pas des cannes de pêche au toc alors qu'ils passent leur vie à pêcher en nymphe. Ne l'oubliez pas, hein, la pêche en sèche, c'est minime pour la compétition tout autour du monde. Les poissons passent 90% du temps à manger sous l'eau.
Donc, la canotoc va être très bonne pour des dérives installées avec des dérives répétitives dans des veines de courant établies. Parce que votre canotoc, de par la forme de sa poignée, elle va vous offrir un maintien et une certaine longueur qui est en général plus grand que 11 pieds, que les plus grandes cannes à mouche. Donc la canotoc, elle va être bien pour des pêches plus ou moins statiques, on va dire. Et je dis ça sans critique. Sur des grandes veines de la Dordogne ou des grandes veines de la Sorgue, de la rivière d'Ain, ou même de rivières moyennes comme vous allez trouver dans les Cévennes ou en Auvergne, si vous voulez peigner, insister dans des grandes veines au toc, bah une canne au toc, ce sera bien pour ça. Vous aurez un pommeau de combat, c'est assez robuste, vous avez une poignée très longue, très confortable pour insister sur des dérives assez longues. Moi, c'est pas ma cam, et je vous explique pourquoi. Je fais pas une critique, je me prends pas pour un moucheur chapeau à plumes ou je sais pas quoi, l'idée elle est pas là. L'idée elle est que j'aime pêcher en infa-vue, en info-fil, la complémentarité parce que ça m'apporte une certaine agilité d'exploration et une finesse à l'extrême des dérives et de l'utilisation de nymphes très légères. Et à ce moment-là, pour ce que je vais vous présenter dans cet épisode, les canotocs sont très limitantes. Vous avez en plus pas une action suffisante pour propulser à l'arbalète ou avec des petits lancers fouettés des nymphes de l'ordre de 0,05 g qui sont presque la norme dans les pêches difficiles en nymphe à vue. Donc la canotoc n'ira pas pour ça. Il vous faut aussi le moulinet décalé en bas. Et puis vous n'avez pas besoin de pommeau de combat pour prendre en moyenne des truites de 30, 40 cm, 50 cm dans des pêches ultra fines comme ça. Ce serait vous encombrer. Et la forme de la poignée d'une canne à mouche vous offre beaucoup plus d'agilité, de précision et de dextérité. Et je vous lâche la dernière comparaison qui est le truc bidon dont tout le monde parle en premier, parce qu'en général les moucheurs disent pourquoi tu ne prends pas une canotoc, c'est le poids. C'est pas forcément vrai, parce que je crois que les canotocs actuels, les meilleurs sont à 120 grammes, et oui, une 11 pieds, 10 pieds, c'est toujours bien moins léger, parce qu'on est à 90 grammes. C'est les cannes les plus légères du marché, c'est normal. Vous avez une poignée de pêche à la mouche qui fait la moitié de la taille de la poignée toc, et en plus, vous n'avez pas pommeau de combat sur les cannes à mouche. Donc, canne ultra légère, action super spécifique pour le fouettage. Voilà pourquoi, pour ma part, même si je pêche plus en sèche, je ne peux pas pratiquer ma pêche avec une canne au toc parce que je vais arriver à l'arbalète dans une lucarne sous des frondaisons avec une truite qui se tient à 4 mètres de moi. Je vais vouloir arbaléter avec précision derrière une souche. Avec une canne au toc, ce ne sera pas possible. Par contre, si vous voulez faire des grandes dérives dans des courants installés et pas forcément courir tous les endroits et pêcher les moindres lucarnes de la rivière, bah faites-vous plaisir et prenez une canne au toc. Voilà, faites ce qui vous plaît, mais en attendant, moi je vous ai expliqué la différence technique entre les deux points. Et sur cet exemple d'aujourd'hui, si vous voulez pêcher en infa-vue une rivière d'herbier comme la Sorgue, la Touvre ou les différentes shoal streams qu'on trouve en Normandie ou même d'autres rivières françaises que je ne connais pas, bah, je vous conseille fortement une 10 pieds, 11 pieds mouche. Sinon, vous ne pourrez pas prendre en main une collection de nymphes très spécifique, très légère, qui demandera vraiment bah, le matériel le plus léger du marché avec la meilleure action. Ça, c'était pour le point. Différence technique, canne au toc, canne à mouche. Il fallait que je place ce point parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Et là, c'est une évidence. Sur la pêche en nymphe à vue en bordure, c'est forcément une canne de pêche à la mouche. Et ça devient même une 11 pieds, soit de 3. Ça devient presque une canne de pêche en nymphe, quoi. Ça, c'était pour le point entre les deux différences de cannes. Je vais faire un point très rapide sur la pêche en nymphe à vue à distance. Pour ma part, donc ça va en faire friser les moustaches de certains, mais la pêche en nymphe à vue à distance, elle se pratique dans, je pense, 10 à 20% des rivières que vous voyez sur Terre. Donc en France, on a une grande école de la pêche en nymphe à vue à distance, avec des bas de ligne extrêmement compliquées, une approche qui prend des années à prendre en compte, et surtout, tout le monde n'habite pas au bord d'une rivière où ça pêche en nymphe à vue à distance. Vous n'habitez pas tous au bord de la Loue, du Doubs, de la Sorgue ou de la basse rivière Nain, où vous avez des grandes gravières ouvertes où vous pouvez fouetter.
La réalité qui fait mal à entendre pour les puristes, c'est qu'en fait, en pêche en nymphe à vue, il y a plus de la moitié des coups qui se font à l'arbalète, quoi. C'est des bordures encombrées, c'est des retournes, c'est des lucarnes, c'est des derrières d'herbiers, c'est des derrières de cailloux. C'est toute la mécanique des courants de la rivière qui se pêche comme ça. Et puis une fois de plus, ceux qui pêchent en nymphe à vue à distance, qui prennent du plaisir là-dedans, bah, chapeau à eux. Mais les débutants ont tout autant le droit d'apprendre rapidement à pêcher en nymphe à vue à l'arbalète, par exemple sur la sorgue, de prendre un petit ombre rapidement sur la sorgue en nymphe à vue et d'évoluer, plutôt que de se casser la tête pendant des mois avec des badines compliquées, des approches. C'est extrêmement complexe. La pêche en nymphe à vue à distance, c'est la plus aboutie. Et en plus, elle demande des rivières spécifiques. Voilà pour le petit point aussi. Pourquoi moi je pêche plus qu'en nymphe au grand fil à vue et avec fil indicateur, parce que aussi j'ai enlevé tous ces trucs de baline compliqués qui servent à rien. Comme il y a quasiment plus de gobage, bah, je fais plus que ces deux méthodes de pêche en nymphe. Et pour ma part, je m'éclate là-dedans. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet de cet arrêt sur image. Donc je vais vous faire une version un peu plus épurée des arrêts sur image parce que j'ai vraiment du mal à produire les mouches et à faire en même temps des vidéos fleuves extrêmement détaillées. Mais en attendant, la substance va être là, vous allez voir. On va se prendre 4 spots sur 4 rivières à herbiers différentes que j'ai vues en France. Et puis je vais comme d'habitude vous expliquer mon approche et quelle nymphe je choisis et pourquoi. Donc on part sur cette première image, ce premier spot, qui est en fait une fin de lisse, un espèce d'aspirateur accélération. Et vous voyez bien d'ailleurs les algues qui s'excitent sur la balle. Donc c'est très joli, des différentes nuances de vert. Et vous vous doutez bien que là c'est assez large et vous pouvez voir pas mal de truites et d'ombres en poste là-dessus. Donc il faut avoir des beaux yeux hein, sur les herbiers pour pêcher la sorgue, la touvre, des choses comme ça. Il faut avoir des très bons yeux hein, parce que il y a un mimétisme très très puissant des poissons sur ces rivières. Mais ça vous donne d'autant plus de gratitude quand vous mettez une belle truite à l'épuisette sur ce genre de rivière. Alors là, on a quand même une accélération assez marquée du courant sur la fin, et ça se voit pas sur les lisses en surface, mais ça se voit sur les algues qui s'excitent. Vous voyez sur la gauche de la photo. Et en haut, on a un courant qui est plutôt calme, donc c'est un endroit assez large. Et du coup, bah, c'est bien représentatif des rivières à herbiers parce que dans ces rivières, les herbiers provoquent toutes les mécaniques de courant possibles. Et là, il vous faut à chaque fois, moi j'y vais avec toute ma gamme, quoi. Il n'y a pas de nymphe que j'exclus de ma gamme, voire même je rajoute des gamards que je produis parfois en série limitée parce que c'est vraiment un grand classique des herbiers. Donc je prends en général ma collection d'Inf Evolution avec des gamards et on peut aller de l'utilisation de super boulettes dans des courants extrêmement rapides derrière des herbiers jusqu'à des micro-nymphes en laiton noir comme la PB1 sur des tout petites plages de sable comme vous voyez par exemple au fond de cette photo. Donc là, sur une photo comme ça, bah, vous pourrez quasiment pêcher en fait toute la gamme de nymphes en nymphe à vue donc en arbalétant ou en faisant un lancer-balancer avec juste du nylon dans les anneaux, hein, ça suffit. Hein. De toute façon, vous allez pêcher à... Vous avez 3,33 m de canne de 11 pieds, plus entre 3 et 6 mètres de nylon, ça vous fait une pêche à 8-10 mètres de vous, c'est largement suffisant pour prendre truite et ombre, quoi. Donc par exemple, sur l'amont, avec moins de courant, bah, j'irai peut-être sur des petites Tail comme la PB1, PC1 ou PO1 en fonction de la réactivité des poissons. Si c'est des poissons très faciles, par exemple un parcours privé sur une rivière d'herbier avec des poissons qui sont très peu pêchés, je vais aller directement sur une petite Tail orange si le poisson est à l'amont de ce courant dans rien d'eau. Et puis après, bah, je descendrai dans le poids, j'augmenterai le poids et si je vois un gros ombre qui est calé sur la gauche de cette photo à l'aval dans un courant rapide, bah, je vais peut-être aller même sur une CC1 ou une céramique plomb peint, quoi. Vous voyez, cette photo elle est bien représentative parce que vous avez toute la mécanique du courant en pêche à vue, depuis le plus lent jusqu'au dessus, jusqu'à l'accélération sur la gauche. Ça, c'est un premier arrêt sur image. Alors, on passe sur une deuxième rivière. Et ça, d'ailleurs, c'était pas en France, c'était en Italie. C'est la rivière Sorgiva qui est assez connue. C'est très très beau, hein. Belle résurgence comme ça, avec des beaux herbiers qui dansent.
Alors, ce qui est trompeur sur les rivières à herbiers, c'est elles sont en général cristallines ou avec un petit voile. Et la profondeur peut vite vous tromper, quoi. Là, en fait, on croirait qu'il n'y a pas beaucoup de fond, mais en fait, il y a 2 à 3 mètres de fond. Je me souviens très bien de l'endroit, donc c'est très trompeur. Et une fois de plus, c'est là qu'il faut avoir tous ces lestages. Et tous les lestages, tous les couleurs, parce que vous avez des poissons en poste et en infra vue. Parfois, on a droit à pas mal de chance sur certains poissons, notamment les ombres. Vous pouvez essayer plusieurs fois. En général, une truite, un, deux, trois passages, elle a été gentille, hein. En général, une truite, c'est un passage. Si ça va pas, merci, au revoir, quoi. Donc, pourquoi pas essayer différentes couleurs aussi à chaque fois. Et là, dans un trou comme ça, bah là, je sais que, sauf si les poissons se tiennent en surface, ce qui est assez rare, et à ce compte-là, pêchez-les en sèche s'ils gobent, et ben, j'irai sur du lourd, quoi. Là, dans un trou comme ça va être de la céramique plomb-peint, de la CB1, CB2, CB3, ou voire même de la petite céramique tungstène CC1, si vraiment c'est des poissons calés au fond, quoi. Et sinon, une Tail Orange Spot, PO1, PO2, PO3, ça peut le faire en fonction de la tenue du poisson dans la colonne d'eau. Vous voyez, en infra vue, vous devez comprendre à quelle hauteur d'eau se tient le poisson et quelle vitesse de courant il y a pour choisir le lestage de la nymphe. C'est en ça que je vous dis que c'est complémentaire avec la pêche au grand fil, puisqu'il y a aussi toute la compréhension de choisir le bon lestage en fonction du courant et de la profondeur. Et vous, ce que vous voulez en général, c'est une recette de cuisine, quoi. C'est la fainéantise même, comme moi au début, quoi. Ah bah, je veux que ce soit écrit qu'à cet endroit-là, je veux la recette de cuisine pour savoir quelle nymphe marche. Mais c'est votre analyse de la mécanique des courants qui vous permettra de choisir la nymphe. Vous n'allez pas embaucher un guide 24 heures sur 24 pour venir avec vous au bord de l'eau à chaque courant, vous faire choisir chaque nymphe. C'est à vous de trouver le bon sens. Et aussi bien en infophile à l'indicateur qu'en infavue. Et il y a ce sens de l'eau à acquérir, de connaître ces lestages de nymphes en fonction de la mécanique des courants. Et ça, les gars, je vous le répète, ça ne vient qu'en pratiquant, en allant au bord de l'eau. Donc, je suis encore le gars qui vous dit de passer votre vie au bord de l'eau au lieu d'écouter mes vidéos. C'est paradoxal parce que moi, je fais des vidéos pour vous apprendre à pêcher, mais je vous pousse à aller au bord de l'eau. Donc, c'est comme tout, c'est un équilibre. Passez pas une vie à écouter des vidéos sur la pêche en nymphe, allez pratiquer. C'est en nymphant qu'on devient un nympheur. Voilà sur ce petit spot un peu plus profond de la rivière Sorgiva en Italie. Donc il faudra beaucoup plus lester sur ce genre d'endroit. Et puis après, votre vision, ça s'apprend aussi, hein. Tiens, je vais vous mettre un ou deux poissons en poste là pour faire une transition. Alors ici, ça, vous le voyez, l'ombre en poste ici. Et celui-là, c'est facile pour commencer. Il se voit comme une vache au milieu du couloir. Il est là, cette ombre en poste. Et ici, bon, facile à voir aussi. Une belle truite postée, ça à l'arbalète, vous êtes au top là, hein. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de fouetter, hein. La truite, elle est à 4 mètres de vous, vous êtes caché, c'est arbalète, hein. Avec les arbres sur le côté, vous pouvez même pas fouetter. Donc, vous voyez pourquoi l'arbalète, c'est très efficace. Donc là, sur une truite comme ça, qui est à mi-haut, ce sera une tout petite Pheasant-tail noire PB1, hein. Là, faut vraiment pas mettre du lourd, faut pas que ça plouque. Bon, et puis ça, c'est facile. Ça, c'est un nombre. Non, c'était pas un poisson en poste, ça. C'est un poisson que j'ai relâché. Mais on voit parfois des gros ombres sur des moquettes comme ça en poste. Voilà pour quelques exemples de poissons en poste. Allez, la suite. Ah, une belle lucarne classique. Donc ça, ce genre de lucarne dans les rivières d'herbier, parce que c'est vraiment le paradis vert, vous avez de la végétation partout, vous allez donc chercher des lucarnes. Que ce soit dans des rivières énormes comme la Sorgue ou des tout petits shoal streams de Normandie, en fait c'est la même configuration, quoi. Parce que la rivière soit grande ou petite, il y a beaucoup de lucarnes et de trouées dans les herbiers. C'est pour ça que les rivières à herbiers sont vachement diverses, elles sont très très diversifiées. C'est pas comme des rivières alpines avec des blocs et des courants marqués. Là, ça va être chercher des trouées, des postes, des retournes. Des fois, vous voyez un poisson sous l'herbier, il sort, il rentre de l'herbier. C'est très très vivant comme pêche et je trouve surtout très rafraîchissant. Moi, c'est une pêche que j'adore. C'est une pêche qui se fait en pleine lumière, en été ou au printemps. Donc là, on a une lucarne type. Et là, c'est pareil, vous pouvez pas fouetter, les gars. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez fouetter là-dedans, vous allez galérer. Et la pêche à l'arbalète est vraiment la solution. Et c'est une très belle pêche. Il faut vraiment faire des approches soignées. Il faut arbaléter précision chirurgicale. On arbalète
à 5 centimètres près quand on veut bien placer la nymphe. Et là, dans ce genre de trouée d'herbier, bah, il y a souvent une truite ou un ombre qui se tient, donc c'est à vous de le trouver. Et puis là, c'est dur à dire la profondeur, mais ça a l'air quand même pas très très profond, donc c'est quelque chose que j'attaquerai avec une petite Tail, une orange spot par exemple, toujours pour de la visibilité. J'aime beaucoup beaucoup pêcher avec les orange spots en infavue. Alors, on passe au poste suivant. Ouais, bah ça c'est une bordure classique ombragée. Donc c'est un grand classique ici parce qu'on voit sur cette rivière le contraste très marqué en plein soleil entre la bordure très noire et la rivière en pleine luminosité. Donc ça, c'est très dur d'adapter sa vue à ça parce que c'est un peu on-off quoi. Soit vous êtes en plein cagnard et les yeux s'habituent, soit vous repassez dans le noir, là où se tiennent les truites bien sûr, et ça va être plus dur d'adapter votre vision. Donc euh, il faut vous entraîner aussi pour la vision au-delà du lestage des nymphes. Il faut passer du temps au bord de l'eau pour chercher les poissons et persévérer là-dedans. Et les truites ont un mimétisme parfois incroyable, donc vous devez vraiment vous entraîner à voir les truites et les ombres dans les courants. Et n'oubliez pas que les truites peuvent se tenir à 5 centimètres du bord, hein. Elles peuvent même être incrustées dans la bordure, donc une fois de plus, pas possible de fouetter. Et c'est des coups de gitan, comme je dis, à l'arbalète, mais qui sont vraiment, vraiment des pêches intéressantes, hein. Quand vous avez une truite de 60 qui est à 1 mètre de vous dans un herbier, dans un arbuste, c'est vraiment une pêche au corps à corps que d'aller la chercher à l'arbalète et vous la voyez prendre devant vous en infavue. Pour moi, c'est les meilleurs moments de pêche. Et donc ici, fameuse bordure à truite, ça c'est un endroit classique où vous pouvez arriver et voir une truite dans la tache d'ombre. Les truites sont quasiment tout le temps à l'ombre, hein. La plupart du temps, une truite va être à l'ombre. Et ce que je vous conseille généralement quand vous êtes en pleine luminosité comme ça, une journée très lumineuse, c'est de prendre le temps de regarder au bord de l'eau et de laisser vos yeux s'adapter à la couleur. Parce que là, vous avez marché 1 minute dans la brousse en plein soleil, vous passez sous les frondaisons, vous regardez la bordure qui est noire. Il vous faut parfois 2 à 5 minutes pour que vos yeux s'adaptent et que vous commenciez à voir quelque chose au fond de l'eau. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que moi, au début, j'allais trop vite. Et j'ai un grand maître de la pêche en nymphe qui m'a appris ça, qui m'a dit, Stan, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Prends le temps de laisser tes yeux s'adapter au courant. Et c'est aussi valable pour les ombres, hein. Par exemple, si vous pêchez des grandes veines frisées sur la sorgue, prenez le temps de bien regarder le fond. Passez pas trop vite. Et à un moment, vous verrez un bout de nageoire, un bout de queue, quelque chose qui ondule dans le courant et ça permet de vous signifier qu'il y a un poisson. Vous n'êtes pas obligé de voir un poisson entier hein, pour le pêcher. Vous voyez un bout de poisson, vous passez une nymphe, puis si vous voyez que ça bouge, vous ferez quoi. Donc sur ce genre de petite bordure, bah là il n'y a pas de céramique, il n'y a rien, hein. Tout ça c'est trop lourd, hein. Ça va être petite tail tranquille, noir laiton ou alors en tungstène cuivre orange, en fonction de où le poisson se tient. Et puis dernier conseil, n'hésitez pas à aller fort en nylon sur les rivières d'herbier parce que c'est des rivières très très encombrées. Donc moi je pêche très souvent en 16 centièmes les rivières d'herbier parce que ça pardonne pas quoi. Si une truite se tanque dans un herbier, c'est foutu pour vous, donc il faut être capable de brider, donc d'être monté assez costaud. Et n'oubliez pas que vous pouvez pêcher avec du nylon très épais, du 16 ou du 18 centièmes, et quand même réaliser une très bonne dérive, hein. Ça, c'est le grand secret, hein, parce que pendant des années, on a parlé que de pêcher en 8-10 centièmes, bah oui, pour casser des mouches dans la bouche des poissons, ça c'est bien. Mais il y a des très grands pêcheurs en nymphes modernes qui pêchent en 16 centièmes avec du très gros nylon, mais qui font une dérive d'une réalité étonnante et qui arrivent à prendre beaucoup de poissons difficiles sur des gros nylons. Croyez-moi, ça revient beaucoup à la mode parce qu'ils se sont rendus compte que c'est la dérive avant tout, quoi. Voilà pour ce numéro 2 d'arrêt sur image. Donc je retourne à l'étau comme d'habitude. C'est pas une vidéo énorme que je vous ai fait, mais je suis vraiment content de faire un petit numéro sur les rivières d'Herbiers parce que j'adore cette pêche. Surtout là, après 4 mois de confinement et de sale météo, on a vraiment eu une sale météo là, début 2021. C'est un grand plaisir de retourner au soleil, pêcher les ombres et les truites en nymphes à vue dans les rivières d'Herbiers, là, dans les paradis verts. Donc, je vous souhaite de superbes pêches en infavue dans les rivières d'herbier et puis de très belles pêches dans les eaux de courant pour les autres pêcheurs.
Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro et on est le 10 juin. Surveillez bien si vous êtes inscrit en tant que client, je vais vous envoyer un email. Je vais vous faire un joli petit cadeau, d'ailleurs qui sera très bon pour pêcher en infavue dans les herbiers ce week-end, le week-end du 12-13 juin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.